Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio, bienvenue surtout dans la saison 2 de Buonasera Calcio. C'est surtout ça qui est important, c'est que ça y est, les championnats ont commencé, donc c'est parti. Effectivement, la saison 2 est partie et c'est un plaisir pour moi de commencer cette deuxième saison avec vous. Salut aux gens dans le chat, salut au Cotonujo, comment ça va? Buonasera, bien sûr. Donc voilà, ce soir on va aborder quelques thèmes pour lancer cette saison 2. On va aborder bien sûr la réintégration d'Mbappé, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va ensuite passer un petit peu en revue rapidement la reprise des grands championnats européens. Alors tous n'ont pas repris, il manquait la Serie A, mais les 4 autres ont repris, donc la Liga, la Bundesliga, l'Angleterre, et je fais vraiment plaisir au championnat de France parce que je l'intègre dans les grands championnats européens. La Ligue 1 aussi a repris, donc voilà. Mais en même temps, on va se demander finalement si la Ligue 1 est bien un grand championnat, parce qu'on va parler de l'OM et de ce match retour catastrophique contre le Panathinaikos. Donc voilà, un petit tour dans les commentaires. Salut Dav1279, 1279, pardon, buonasera. OGCRM, salut, comment ça va? Tu fais ton comeback pour la saison 2, ça c'est bien. Non, mais non, on repart pas, voyons, il faut qu'on en parle. Et au Cotonujo, non, le vrai championnat n'a pas encore repris. Effectivement, la Serie A n'a pas encore repris. Je pense que c'est de ça dont tu parles. En plus, vous avez fait une super recrue, l'Atalanta, récemment. Enfin, super. Je pensais avoir fait une super recrue aussi l'année dernière. Mais Charles de Ketelaere a été transféré à l'Atalanta, entre autres, parce que l'Atalanta a fait pas mal de recrutements. Donc, on va voir ce que ça donne. On va directement partir sur les chapeaux de roue avec la réintégration de Mbappé. Mbappé a été réintégré à l'entraînement. Probablement que Nasser El Khelaifi a regardé le match de foot, le premier du Paris Saint-Germain, lors de sa reprise du championnat. Et je pense qu'il est possible qu'il se soit dit « Ouais, non, ça va pas le faire. on va pas réussir à faire quoi que ce soit avec cette équipe si Mbappé ne revient pas. » Donc ce piètre 0-0 contre Lorient. Donc voilà. Alors attends. En parlant de la Serie A et de la Ligue 1, Singo à Monaco, bon transfert. Bah oui, c'est vrai, effectivement, c'est un beau transfert. Milan était dessus pour avoir c'était même pas une doublure, c'était carrément un numéro 1 à droite. C'est un très bon transfert, moi je trouve. Singo, c'est pas le plus technique, mais en revanche, il a un volume de jeu qui est impressionnant et puis il est très très physique. Donc je pense que Monaco a fait une bonne pioche en recrutant Singo à droite. C'est un très très bon piston. Donc voilà, et puis il est dur sur l'homme, franchement ça va être pas mal. Dav1279 qui nous dit la poisse pour l'OM, l'arbitrage était 3 petits points, donc je suppose pas terrible, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est vrai, mais on va en parler après. L'OM, je pense quand même que l'arbitrage, tu dois pas dépendre de ça lors d'un match retour contre le Panathinaikos. Donc voilà, l'OM a raté des grosses occasions franches quand même, et puis Guendouzi, quoi. Effectivement. Mais Guendouzi, il aurait pu être héros, et il est passé de héros à zéro en très très rapidement. Donc on va voir. On va décartiquer un petit peu tout ça, mais on va repartir sur Mbappé réintégré dans le groupe professionnel du Paris Saint-Germain, parce que donc, comme je le disais, je pense que Nasser a regardé ce PSG Lorient, a regardé cette espèce de possession de balle stérile. Alors bon, est-ce qu'on pouvait s'y attendre avec Luis Enrique? Oui. Le problème, c'est que Luis Enrique, il avait aussi des détonateurs dans les équipes où il a réussi. Par exemple, si on prend son Barça 2015, entre Messi et Neymar, c'était ces deux détonateurs. Bon, Neymar s'est en allé. Mbappé reste le seul détonateur du jeu parisien. Donc effectivement, je pense qu'ils en ont besoin. OGCRM qui dit, pour en revenir au sujet Mbappé, masterclass,
place, il vire les fêtards, fait que le Real n'a pas pris Kane, fait engager ses potes, le FC Mbappé est en marche. Et Okutonojo qui dit il faudra juste surveiller l'alimentation de Dembélé. Ouais, tu m'étonnes. Mais maintenant, Dembélé, il a une vie de famille, donc il s'est un petit peu calmé. Il est toujours aussi Dembélesque, on va dire. Mais je pense qu'il a une vie un petit peu plus cadrée. Pas forcément rangée, parce que Dembélé, je crois pas que ça ait été un fêtard invétéré par le passé. En revanche, je pense quand même qu'effectivement, il a un problème dans son rythme de vie, dans son hygiène de vie, et que le fait qu'il ait construit une famille lui l'a stabilisé. Hein. Vous savez que dans le foot, on aime beaucoup faire en sorte que les joueurs se marient très jeunes pour cette raison-là, parce qu'en fait, ça structure un petit peu leur vie. Donc voilà, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est une tradition. Les joueurs de foot, généralement, se marient très très tôt. La question maintenant au PSG est qui est le directeur sportif entre Campos, Enrique, Mendes et Mbappé? Beaucoup de directeurs sportifs au PSG. Effectivement, c'est clair, ça fait énormément de responsables des recrutements. C'est effectivement assez flou tout ça, surtout que effectivement on sait pas. Enfin, Campos il est très très lié à Mendes. Enrique il est soi-disant là que pour vendre. Mais bon, ça marche pas trop. Alors là, il a été sauvé un petit peu par l'Arabie Saoudite, hein, avec le départ de Neymar et peut-être de Verratti. Je réponds en même temps à la question de Pipovici dans le chat. Salut à tous, Verratti, il est parti ou pas? A priori pas, c'est pas encore fait. Il y a eu une offre de Galatasaray ridicule aujourd'hui de 3 millions en prêt, plus 10 millions en option d'achat. Je pense que Nasser, il va s'étouffer. Le grand Verratti, le meilleur joueur du milieu de terrain de toute cette partie du monde connue, qui est réclamé par Galatasaray pour 10 millions d'euros, ou bien l'Arabie Saoudite pour 30 ou 40. Donc c'est drôle. Moi, ça me fait marrer. Parce que c'est vrai qu'on a mis quand même 11 ans au Paris Saint-Germain à s'apercevoir que c'était une pompe à vélo. Et c'est drôle. Parce que des pneus de vélo, en revanche, il en a gonflé énormément, Verratti. Mais à part ça, il n'a pas fait grand-chose. Alors si, il était très très fort contre Reims et contre Strasbourg. Hein. Mais c'est vrai que je me souviens pas d'un très grand match de Verratti qui compte. Attention, je me souviens de très grands matchs de Verratti qui ne comptaient pas. Type, je sais pas, des matchs de poule contre le Barça où il a été vraiment impressionnant. Mais dès qu'il y a un enjeu, c'est soit il fait un mauvais match, soit il est blessé. Donc voilà. Mais revenons au cas Mbappé qui, lui, ne fait pas de mauvais match quand il faut. C'est quand même ça c'est quand même une de ses particularités. Dès qu'on l'attend à un endroit, il y est, en fait. Alors, ses choix de carrière, on voit où est-ce que ça le mène à l'heure actuelle. Mais effectivement, lui, quand il faut être là, il est là. Match décisif, pas match décisif. On va pas revenir sur le quadruplé en finale de Coupe du Monde, mais avec le tir au but compté. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas le genre de Mbappé de pas être là quand il faut être là. Et il a été réintégré. Alors effectivement, au JCRM qui disait effectivement, il a réussi à sortir du PSG. Enfin, le Paris Saint-Germain a sorti Verratti-Neymar. Verratti, c'est en cours d'être fait, et Neymar. Messi est parti à l'Inter Miami. Ils ont recruté les Dembélé, etc. Peut-être même Kolo Muani, etc., etc. Et ils commencent. Et ils ont recruté aussi un bon coach. Parce que c'est vrai que Luis Enrique, c'est un coach expérimenté qui a gagné la Ligue des Champions, qui a été sélectionneur d'une très grande nation du football, qui a un caractère bien trempé, voire même plus que ça. Donc effectivement, on en arrive peut-être à un moment où le Paris Saint-Germain est sur la bonne voie. Mais Mbappé a été réintégré dans le groupe professionnel, je pense, pour lui tendre la main plus qu'autre chose. Et je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment offert quoi que ce soit en contrepartie au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, il n'est pas question qu'il re-signe. Il n'est pas question non plus comment dirais-je, il ne reste pas. Hein. Donc, en fait, en gros, pour l'instant, ça n'a pas bougé du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que c'est un peu, je sais pas, c'est très bizarre. On dirait que Paris a voulu tendre la main en lui disant bon écoute, on s'arrange et puis voilà. Et en même temps, Mbappé aurait dit
voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres informations, mais Mbappé aurait dit aussi que il ne laisserait pas le Paris Saint-Germain sans aucune transaction. Il l'aurait redit récemment, donc sans aucun transfert. Moi, c'est pour ça que ma théorie de l'offre du Real à 2 jours de la fin du mercato, ou 3, le 28, c'est probablement ce qui va se passer. C'est-à-dire que en gros, le Paris Saint-Germain aura un do or die à faire le 28 août, à savoir, est-ce que je prends cette offre de 90, 100, 110 millions d'euros du Real, ou alors est-ce que j'accepte que Mbappé s'en aille librement à la fin de la saison qui sera 2023-2024. Donc voilà un petit peu, je pense, ce qui va se passer, parce que je pense pas qu'il va re-signer, très honnêtement. Dave 1279 qui dit « Est-on sûr que c'est Mbappé qui a influencé tous ces mouvements ?» Alors bien sûr que non. En revanche, c'est clair que je pense que le Paris Saint-Germain est d'une... Je pense pas que Mbappé l'ait verbalisé, plus exactement. Mais je pense quand même que effectivement Mbappé a influencé ça, parce que je pense que les mauvais choix, en gros, ils ont dû se rendre compte dans la direction du Paris Saint-Germain, je ne sais pas s'il l'a verbalisé ou pas, qu'en fait, ils ont fait une erreur stratégique en faisant re-signer pour 5 ans Neymar avec un salaire mirifique, sans avoir fait de Mbappé la star, le centre du projet du Paris Saint-Germain. Et depuis qu'ils ont fait cette erreur-là, tout s'est enchaîné, parce que donc il n'a pas voulu re-signer au début, finalement il re-signe à des conditions qui sont stratosphériques. Hein. Mbappé est le joueur le mieux payé de la planète, et de très très loin. Il a 150 millions d'euros de salaire, on va dire, entre ses primes et son salaire, ce qui est incroyable sur une saison. Enfin, il y a personne qui prend ça. Hein. Messi prend pas ça. Ronaldo, il me semble pas non plus. 150 millions d'euros. Et l'Arabie Saoudite lui avait proposé 200 ou 300 millions par saison. Donc, voilà. Le truc, c'est que effectivement, je pense que le Paris Saint-Germain, comme ils se sont retrouvés piégés la dernière fois lorsqu'ils l'ont fait re-signer, en lui offrant justement ces conditions qui sont complètement folles, là, se disent, de toute façon, la seule façon qu'on a de le garder, ou en tous les cas de le faire re-signer, c'est de lui donner ce qu'on ne lui a pas donné la dernière fois, c'est-à-dire de faire de lui le centre du projet et de lui offrir un projet sportif cohérent qui n'est plus dicté par est-ce qu'on va détenir les stars qui seront présentes à la finale de Coupe du Monde 2022, parce que c'était un peu ça, en fait, le projet du Paris Saint-Germain. C'était pas vraiment un projet sportif, c'était un projet représentatif pour la Coupe du Monde 2022. Est-ce que maintenant, ils sont passés dans la dimension de on veut faire un projet sportif, et donc on va offrir ça à Mbappé? C'est possible. Allez savoir, c'est peut-être le début de la vraie histoire du Paris Saint-Germain, qui ne servira plus que d'un club marketing, mais qui commencera peut-être son histoire sportive, vraiment, avec des objectifs sportifs définis. Vous savez que ici, dans Buonasera Calcio, je me suis plusieurs fois étendu sur le fait que le Paris Saint-Germain n'est pas un club de foot pour moi, parce que finalement, son but ultime n'est pas de gagner des matchs de foot, mais bien de représenter un État qui cherche à exister sur la carte mondiale. Donc effectivement, je pense que peut-être c'est le début d'une histoire sportive au Paris Saint-Germain, made in Qatar, parce que l'histoire sportive du Paris Saint-Germain, bien entendu, a commencé il y a bien longtemps. OJCRM, tu as vu la photo des au revoir de Mbappé avec Neymar. Neymar, les dents serrées, les yeux pleins de haine. Effectivement, ça sentait pas l'amitié franche. Je pense qu'il y a eu des mots entre Neymar et Mbappé tout au long de ces années. Après, Mbappé avait l'air tranquille, il sourire, lui il s'en fout, donc voilà, c'est marrant. Mais il avait l'air peut-être que Neymar est énervé contre le Paris Saint-Germain, je sais pas, hein, c'est possible. Mais bon, on le saura probablement jamais. Okutonujo, c'était trop ça, mort de rire. C'était trop ça quoi? Pardon. Alors, en avant-centre titulaire, Ekitike, oui effectivement. Ça sera en avant-centre titulaire Ekitike, effectivement. Ça va être très 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 compliqué. Quand le visage de Mbappé au lieu de la tour Eiffel sur le maillot du PSG, mort de rire. Ouais, c'est effectivement... En tous les cas, c'est vrai que ça respire pas la bonne entente dans les stars du Paris Saint-Germain. Après, il a jamais été nécessaire dans un club de foot de très très haut niveau d'être les meilleurs amis du monde.
Il y a plein d'exemples qui font en sorte, moi j'ai vécu plein d'exemples où les joueurs ne peuvent pas se blairer dans un vestiaire et pourtant ça marche très très bien. Donc non, ça c'est pas trop un problème. Après, je pense effectivement que Paris fait des moves un peu de la dernière chance, des moves un peu qui sont, je sais pas, c'est un peu des moves suicides quoi. Ils se disent bon bah là, c'est soit on fait all-in, soit on fait plus rien quoi. Parce qu'une fois que Mbappé s'en ira, probablement qu'il n'y aura plus jamais et que Neymar s'en ira et que donc Messi s'est en allé, il n'y aura plus jamais de superstar au Paris Saint-Germain. C'est terminé parce que plus personne ne veut venir. Tu proposes ça à Erling Haaland, tu proposes ça à Kevin De Bruyne, tu proposes ça à, je sais pas, même Bernardo Silva ou des joueurs comme ça. Je ne pense pas, qui est-ce qu'on a aussi comme vraie grosse superstar ces derniers temps? Je sais pas, même ne serait-ce que Saka d'Arsenal. C'est le type de joueur, il vient pas au Paris Saint-Germain. C'est terminé. Plus personne ne vient au Paris Saint-Germain. Ce sera plus que des prospects chers qui viendront, comme Gonzalo Ramos, comme Ugarte. C'est-à-dire, oui, Paris pourra taper dans le gros prospect fort parce que ils ont de l'argent et que donc s'ils s'alignent, voilà. Mais dans la star, la vraie star qui sait que de toute façon qu'elle aille au Paris Saint-Germain ou qu'elle aille ailleurs, elle sera payée pareil et probablement elle a un projet sportif un peu plus cohérent ailleurs. Effectivement, je pense que Paris, une fois qu'elle aura perdu Mbappé, pendant un bon paquet d'années, jusqu'à ce qu'ils aient des résultats en fait, en Europe, hein, bien sûr, hein, 100 ans, pas en Ligue 1, n'attirera plus de gros stars. C'est terminé. Ils ont utilisé tous leurs jokers avec toutes les stars qu'ils ont utilisées et avec lesquelles ils n'ont pas gagné, parce que les Cavani, Ibrahimovic, Thiago Silva, etc., c'était des superstars qui sont venus et qui n'ont pas gagné. Donc pour un problème organisationnel, hein, uniquement pour un problème organisationnel, pas du tout pour un problème sportif, quoi. Donc voilà. Au JCRM, je sais que c'était pas prévu dans le programme, mais bravo au club de ma ville. Le Servette qui a fait honneur au foot suisse et l'accueil des supporters envers Payet au Brésil, monstrueux. Ils étaient plus de 5000, effectivement. Et ils étaient plus de 5000 à 5h du matin. C'est surtout ça qui est à remarquer, parce que je crois que son avion arrivait à 5h27, un truc dans le genre, donc c'était quand même assez impressionnant. Et effectivement, le Servette a fait honneur au football suisse en livrant une belle bataille contre les Rangers. Voilà, ils joueront la Ligue Europa, c'est très très bien. Voilà, moi je trouve que c'est génial. C'était, je pense, quelque chose qui était peut-être même inespéré il y a quelques temps, donc je pense que c'est pas mal. Effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà un petit peu pour Mbappé. Je pense qu'effectivement, il va toujours y avoir ce move du Real, à mon avis, en toute fin de mercato. Et comme ça, Mbappé pourra s'en sortir les mains propres, en fait, en disant moi, je vous ai donné l'opportunité de prendre de l'argent, vous l'avez pas fait. Après, ça, il y a que vous. Et il leur a donné l'opportunité de prendre de l'argent 2 fois, vu que le Real s'était proposé de faire un transfert à 180 millions d'euros la dernière fois, avant que Mbappé ne soit en fin de contrat. Paris avait refusé. Là, ils recommencent, probablement, ils vont certainement recommencer à faire une offre un petit peu plus basse parce qu'il n'y avait plus qu'un an de contrat. Et Paris va probablement refuser, ou alors, s'ils acceptent, effectivement, voilà, ils pourront passer à autre chose, quoi. Mais ils n'auront pas le temps de reconstruire derrière. Ça, c'est un gros problème parce qu'ils n'auront plus que 2 jours. Alors qu'on pose déjà avec 2 ans, ils n'y arrivent pas, donc 2 jours, je vous laisse imaginer. Voilà un petit peu pour Mbappé. On va faire un petit tour dans les championnats, les divers championnats qui ont repris la semaine dernière, si ça vous va, avec quelques matchs qui ont un peu marqué, pour ma part, la reprise des championnats. Déjà, tout seigneur, tout honneur. Je voulais qu'on parle un petit peu de Manchester City, qui est le club dominant en Europe à l'heure actuelle, le club le plus riche, le club avec le plus de stars au millimètre carré, même si Chelsea essaye de faire tout ce qu'il peut pour rentrer dans ce game-là, mais non, c'est Manchester City qui est devant.
et de très très loin. Et en l'occurrence, ça a commencé sur les chapeaux de roue. Pourquoi? Parce que Manchester City jouait contre Burnley et Erling Haaland a mis 4 minutes à marquer un but. Donc, c'est reparti comme en 40 pour Erling Haaland. Donc voilà, donc c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, il a mis un doublé à la 36e minute. Manchester City a dominé ce match de la tête et des épaules. Burnley n'est pas une mauvaise équipe, mais probablement qu'ils vont lutter pour la deuxième partie de tableau. Voilà. Et puis ça va être très bien. En France, ça a commencé avec un Nice-Lille qui a été voilà, où que Nice avait plutôt bien commencé en marquant assez vite par la board, et puis en plus il dominait plutôt le match, et enfin Lille a égalisé à la 94e minute, donc ça je pense que ça faisait du bien. Mais en tous les cas c'était un match plutôt enlevé. Franchement ça augure d'une bonne saison, je trouve, pour ces deux clubs, Nice et Lille, donc plutôt pas mal. Je voulais dire aussi que Manchester City avait perdu le Community Shield en début de saison là, et que ils étaient restés un petit peu sur ça, mais que ils ont fait une bonne reprise de championnat, et je pense que ça va être encore un candidat naturel, et pour un doublé en Ligue des Champions et pour le titre de Première Ligue, hein, parce que c'est voilà. Au JCRM, en Angleterre, je pense que le championnat ne sera ni City ni Arsenal. J'ai été ultra impressionné par Newcastle, qui va jouer à City samedi. D'ailleurs, Guardiola apprécie beaucoup cet horaire. Effectivement, oui, il déteste jouer à midi. Et Dave qui dit: j'ai assisté à la finale de City hier soir, le manque de créativité de l'équipe est flagrant. Effectivement, tout à fait. Oui, je dis Community Shield, voilà. Mais oui, effectivement, c'est pas... Alors, le problème, c'est qu'en fait, au milieu de terrain, il y a eu quand même... là, l'équipe qu'il y avait n'était pas forcément l'équipe vraiment titulaire de City, donc c'était assez compliqué d'avoir un vrai avis sur la qualité du match, sur la qualité de l'animation de City. Mais bon, effectivement, c'était quand même assez comment dire, assez, oui, on va dire assez bizarre, parce que Kovacic n'a pas encore vraiment compris les principes de Guardiola. Phil Foden a fait plutôt un bon match, Erling Haaland aussi, mais Jack Grealish garde beaucoup la balle. Palmer, c'est pas Bernardo Silva, hein, on est assez loin quand même. Et effectivement, derrière, Akanji Ake et Guardiol Walker. Guardiol qui est un défenseur central, qui l'a fait jouer à gauche. Alors il a fait un peu la même chose qu'avec Akanji l'année dernière, en le mettant latéral, en ayant 4 défenseurs centraux en défense. Mais là, vraiment, j'ai beaucoup de mal à juger Manchester City, parce que il y a beaucoup de gens qui sont pas là, et en priorité Rodrigo, qui est pour moi le métronome de cette équipe. Alors en plus ils ont perdu Gundogan, ils avaient pas Bernardo Silva. Enfin bref, c'était une équipe bis de Manchester City. Donc j'ai pas vraiment d'avis sur Man City, en tous les cas sur l'équipe d'hier. Donc voilà. Gundogan et De Bruyne manquent énormément, bien sûr. En plus, il manque De Bruyne, c'est vrai que je l'ai pas cité, mais quand il manque Rodri, pardon. Effectivement, Bernardo Silva et De Bruyne, qui va être le nouveau milieu, je pense, d'accord. C'est plus du tout la même équipe. Et après en défense centrale, même en défense, quand il manque Ruben Dias, quand tu intègres un nouveau défenseur, Gvardiol, qui est défenseur central et qui doit jouer latéral, enfin bref, il y a pas Stones, c'est très compliqué. Franchement, pour l'instant, je vais pas les juger, mais en championnat, ça va être largement suffisant. La Supercoupe, en plus, c'est quand même pas non plus le titre du millénaire, on s'en fout un peu. Donc voilà. Au JCRM, non, il est à 21h le match samedi, mais il râle car ils ont joué hier et se demande pourquoi la Ligue anglaise n'a pas mis le match dimanche ou lundi. Ah oui, d'accord, ok. Oui, pardon, pas 12h, mais oui, mais de toute façon, il aime pas jouer, il aime pas jouer tôt non plus, Guardiola.
Donc là, en l'occurrence, il sera à 21h, mais oui, ils auraient peut-être pu les faire jouer dimanche quand même. C'est vrai que c'est un peu abusé. Hier, et c'était mercredi, donc bref. Grealish, c'est une blague, je suis tout à fait d'accord avec toi, Dave 1279. Je comprends pas trop cette hype au sujet de Grealish. Il fait bien le travail que lui demande Guardiola, en tous les cas l'année dernière, il l'a bien fait. Mais je trouve il n'y a pas de génie, il n'y a que dalle. Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas fan du tout de Jack Grealish. Donc voilà. Bon. Zaniolo à Aston Villa. Super recrue. D'ailleurs, les 4 recrues d'Aston Villa, entre Pau Torres, Moussa Diaby, Tielemans et donc Zaniolo, joli recrutement là-bas. Je suis pas convaincu par Zaniolo. Je pense que Zaniolo, c'est terminé. Son prime, il a duré 3 mois. Et bon, il s'est rompu 2 fois les ligaments croisés, hein, la Roma, donc tu peux comprendre que ça l'émousse un petit peu. Mais c'est clair que moi, je suis pas du tout. Autant j'ai été hypé sur les premiers matchs que j'ai vus lorsqu'il est arrivé à la Roma en provenance de l'Inter, qui était à l'époque en Primavera de l'Inter. Ils avaient récupéré Zaniolo dans un transfert, je me souviens plus lequel, mais c'était un très bon coup. Quand il avait démarré sa saison avec la Roma, je me suis dit, alors là, ça y est, on est parti sur un nouveau Del Piero, mais qui fait 1m90. Bah, malheureusement, Del Piero qui fait 1m90, bah, il se casse les 2 ligaments croisés, donc bah, ça donne ça. Donc c'est assez dommage. Moi, je trouve que Zaniolo, c'est plutôt du gâchis, et je suis pas sûr qu'il arrive à répondre physiquement à l'intensité de la Première Ligue. Je pense pas que la Première Ligue, ce soit un bon championnat pour lui. Puis en plus, il a des problèmes de comportement, il est instable. C'est pas il est instable au niveau psychiatrique, c'est pas ça. Hein. C'est que il est il réagit énormément à la provocation, et il va se prendre des tampons de l'espace en Première Ligue, et j'ai peur qu'il prenne beaucoup de cartons. Donc voilà. Après, Diaby, je suis d'accord, c'est un très bon recrutement. Tielemans a fait quelques très 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 bonnes saisons à Leicester. Donc oui, je pense que c'est plutôt pas mal. Mais et Pau Torres, oui, ça va. Mais c'est voilà, effectivement. Après, moi, Zaniolo, j'ai un doute. Après, David qui nous dit c'est pas le sujet, mais j'ai découvert Badé en défense centrale à Séville, il est énorme. Haaland n'a pas touché un ballon. Ouais. Alors bon, moi je l'ai pas découvert parce que je l'avais vu énormément la saison dernière en Europa League. Il avait fait des matchs extraordinaires contre Manchester United, etc. C'est un joueur qui vient de Bordeaux, qui jouait même pas à Bordeaux et que Séville est allé chercher. Et effectivement, il est très très physique. Après, il est pas mauvais dans la relance en plus. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis bon bah le gars c'est un physique quoi. Il a tout tout dans le physique. Et en fait non, il est pas trop mauvais en relance. Il a un placement qui est plutôt pas mal. Alors c'est pas non plus le meilleur placement du millénaire d'un défenseur central, mais il comble par son physique assez impressionnant. Et puis, effectivement, de toute façon, moi j'ai une théorie sur Erling Haaland, mais après, les gens vont pas me croire si je dis ça. Mais Erling Haaland, c'est le nouveau Zlatan. Je vous annonce, c'est clair, net et précis. Il est très très fort avec les faibles, et il est, à mon sens, toujours faible avec les forts. Jusque-là, je ne l'ai pas vu être décisif dans un match ultra important. Quand je dis un match ultra important, pour moi, c'est quart, demi et finale de Ligue des Champions, ou bien match avec sa sélection, mais bon, ça, il a même pas l'occasion d'en jouer. Voilà, finale de Super Cup, etc. Bref, tous les très gros matchs auxquels je l'ai vu assister, contre le Real, etc. Ben en fait, il a pas été décisif, ou il l'a été, mais parce que son équipe était ultra dominante, hein, quand le Manchester City détruit le Real au match retour. Il marque un but effectivement, mais il en rate 5, je crois. Moi, je pense que Erling Haaland a des qualités énormes, d'accord, vraiment, mais je pense sincèrement qu'il est très très fort qu'avec les faibles. Même à Dortmund, dès qu'il croisait le Bayern, il n'y avait plus personne. Donc voilà. Moi, pour l'instant, je trouve que c'est un très bon joueur, mais il fait pas partie pour moi de la race des champions, de ce qu'on appelle en Italie les fioriclasse, parce que c'est pour moi pas encore quelqu'un qui est décisif. Comme peut l'être, à mon sens, et je veux pas les opposer tout le temps, mais oui, c'est les 2 plus grosses stars actuelles du football, comme peut l'être Mbappé. Mbappé, dans tous les grands rendez-vous, il est là. C'est très rare qu'il passe à travers un match, ou quand il passe à travers un match, c'est parce qu'il est blessé. Donc voilà, mais c'est très rare qu'il soit blessé aussi. Donc voilà, moi je trouve que
OJCRM qui nous dit sinon en première ligue, il me semblait que le nouveau propriétaire de Chelsea avait dit fini les transferts. Non, là tu as tellement de joueurs qu'en rajoutant les jeunes du centre, tu peux faire un tournoi avec 4 équipes. Oui, clairement. Et le milieu, Fernandez Caicedo, plus de 250 millions. On marche sur la tête au niveau des transferts. Non, mais là, Chelsea, ils vont trop loin. Enfin, moi, perso, je comprends pas la stratégie, j'ai pas encore compris. Caicedo, il le transfère 126 millions d'euros. Un gars qui a fait une saison, une bonne saison, il le transfère et lui met un contrat de 8 ans. Alors, je comprends le concept. Ça veut dire que c'est un contrat de... T'as amorti les 126 millions sur 8 ans. Bon, bah, ok, d'accord. Enfin, 8 ans. Ok, il a 21 ans. Mais ça veut dire qu'il va s'en aller de Chelsea à 30 ans. Enfin, imaginons qu'il aille au bout de son contrat. Mais c'est monstrueux. Chelsea ne peut pas rentabiliser un contrat de 126 millions d'euros. Ils pensent le vendre combien? 300? Mais enfin, c'est Caicedo, quoi. Genre, on voit tout de suite que Caicedo, ça va pas devenir une superstar. C'est un joueur pas mauvais, voire même très bon, qui a fait une très très bonne saison l'année dernière. Mais c'est pas quand même... Enfin, je veux dire, on le voit vite que c'est pas la superstar de demain. C'est pas Mbappé, c'est pas Haaland, c'est pas De Bruyne, c'est pas Bernardo Silva. On le sait. Il n'y a pas besoin de s'appeler, je sais pas, Campos ou je sais même pas qui. Donc voilà, quoi. C'est 126 millions d'euros. Non, mais sérieusement, ils ont des problèmes. Non, Chelsea, ils ont des vrais problèmes. J'espère qu'ils vont être sanctionnés, honnêtement, parce que là, c'est du foutage de gueule intersidéral. J'ai l'impression que comme ils ont, on va dire, sauvé, entre guillemets, Chelsea des griffes du méchant russe Abramovich, en fait, tout est permis avec Chelsea. En gros, la Première Ligue dit, bon, on va être gentil avec lui parce que déjà, il nous a sauvé un peu les miches parce que l'Angleterre, un petit peu comme Black Lives Matter, la Première Ligue a décidé de prendre des positions qui sont très graphiques, on va dire. Parce que j'ai bien l'impression que pour Black Lives Matter, tout comme pour les propriétaires russes, c'est vraiment de la posture. Hein. La Première Ligue fait que dalle. Enfin, il n'y a rien qui change. Bref, si ce n'est qu'il y a 3 joueurs qui se mettent à genoux et puis là, ils laissent faire Bouli n'importe quoi avec Chelsea sous prétexte que donc ils les ont sauvés des griffes de ce cher russe. Donc voilà, je trouve les positions de la Première Ligue sur la politique ridicules parce qu'en fait, il n'y a rien de réel, il n'y a rien de concret. Ce n'est que de la posture et c'est graphique. Donc voilà. Mais et j'ai l'impression que, en gros, ce que fait Chelsea, c'est vraiment, comment dirais-je, une dérive de ça, en fait. Et la Première Ligue, on dirait, les laisse faire strictement ce qu'ils veulent. C'est incroyable, c'est pas rentable. Enfin, je veux dire, on est bien d'accord qu'ils ont fait en 2 mercatos 600 ou 700 millions de transferts. Enfin, je veux dire, ils l'ont acheté 4 milliards le club. Ça veut dire qu'en 2 mercatos, ils ont déjà quasi dépensé un quart de ce qu'ils ont dépensé pour acheter le club. Mais c'est complètement fou. Enfin, je veux dire, c'est pas... Enfin, je dis un quart, c'est pas vrai. C'est un 6e, mais... Enfin, quand même, quoi. C'est complètement dingue. Donc voilà, moi, je suis scandalisé par ce que fait Chelsea. Et je trouve que ce club-là doit être impérativement sanctionné, mais très, très fortement par la Première Ligue. Chose qu'ils ne feront pas, parce que jurisprudence Abramovich. Donc voilà, malheureusement. La Première Ligue devient un guignol, pour ma part, hein, c'est ce que j'en pense. Mais bon, voilà. OJCRM qui dit c'est un Équatorien. Oui, effectivement, Caicedo, c'est un Équatorien. D'ailleurs, son club a pris 27 millions d'euros au passage sur le transfert. Son club formateur en Équateur. Ils vont faire un centre d'entraînement qui va porter son nom, etc. Bon, bref, 27 millions pour ce club-là en Équateur, vous vous doutez bien, ça doit être son budget sur 50 ans. Donc voilà, donc c'est monstrueux. OJCRM, et là on va encore faire Lavia pour plus de 60 millions, mais oui, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même un petit manque dans l'effectif, il y avait un trou, je crois qu'il restait un petit peu de place par terre dans le vestiaire, donc ils se sont dit bah tiens, on va foutre un joueur, et donc OJCRM qui dit oui, je supporte Chelsea aussi. Oui, c'est vrai qu'au JCRM tu as multiples casquettes, tu as Juventus, tu as Chelsea, Servette et l'OM, c'est ça, hein. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Okutunojo, mais ça fout en l'air le marché des transferts, surtout, absolument. Hein. On parle beaucoup du Paris Saint-Germain, de Manchester City et puis de l'Arabie Saoudite. Mais c'est vrai que le Chelsea, là, ils sont en train d'exploser le marché des transferts. OM, Juve, Chelsea, Real Madrid.
Ah, Real Madrid. Ah, attends, quand même. Ok, allez. Bon, ok, mais imaginons que Ah oui, d'accord. Ah, ton nom au JCRM, c'est le nom... Ah oui, j'avais pas compris. Excuse-moi. D'accord, ça y est là. Enfin, mon cerveau s'est réveillé. Bravo, félicitations. Mais ton club de cœur. Ton club de cœur, si tu dois en avoir un, c'est quoi? Juste pour qu'on sache. Celui où tu te dis, de toute façon, à la vie, à la mort, ce sera celui-là. Tu me réponds quand tu veux dans le chat, hein. Bon, passons à autre chose. C'est dans l'ordre de tes clubs préférés. Ah, donc l'OM est ton club préféré. Ah, ok. Et le Servette? Non. Enfin, si, mais peut-être, je sais pas. Donc oui, en tous les cas en Angleterre, le Chelsea-Liverpool était quand même intéressant à voir, et j'ai trouvé que Chelsea était beaucoup plus dynamique que Liverpool, même si c'est Liverpool qui a ouvert la marque sur une passe de Mohamed Salah. Mohamed Salah qui a fait bon, pas forcément un bon match en fait finalement. Sur cette action, c'est vraiment très très bien, et c'est d'ailleurs McAllister qui lui fait une passe vraiment magnifique. Et en l'occurrence, c'est vrai que Mohamed Salah derrière lui fait une passe encore plus belle pour un but de Ruiz. Donc c'était vraiment un super match, très équilibré, avec donc après une égalisation de Chelsea, 2 buts refusés pour hors-jeu. Enfin bref, c'était vraiment un super match. Mais effectivement, je pense que Chelsea a plus de certitude finalement que Liverpool. Donc voilà, ça c'était un petit peu le très grand match de la Première Ligue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Du coup, en période de mercato, je suis pas mal occupé. Oui, ça c'est clair, dit OJCRM. Okotonujo qui dit, moi c'est Stade Lausanne, Ouchi, number one. Ok, ça marche. Donc, la reprise des championnats. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? En Espagne, il y a eu un piètre 0-0 du Barça, le champion en titre, hein, encore une fois, à tout seigneur, tout honneur. Le champion en titre qui fait un vieux 0-0 en bois à Getafe, si je ne m'abuse. Et bon, bah, c'est sûr, ça fait un petit peu tâche. Mais bon, on verra bien. Le Barça qui a encore activé des leviers financiers afin de pouvoir recruter et inscrire surtout les joueurs qu'il avait déjà recrutés. Donc voilà, toujours un petit peu dans cette démarche je sais pas si on a pu, je sais pas, en tous les cas de manipulation des comptes, ça c'est sûr, d'hypothèque de l'avenir financier du club aussi, mais voilà, je sais pas. Le Real, lui, a bien commencé. Pourtant, c'était un match difficile. Aller jouer à l'Athletic Bilbao, au stade San Mamés, c'est toujours très compliqué. Et en l'occurrence, le Real a gagné 2-0 avec Rodrigo et Bellingham. Je crois que vous en parlez dans les commentaires. Au JCRM, Reece James, grosse tuile du coup, ça va encore recruter à mon avis. Ouais, pourtant Reece James, hein, quel joueur. Mais bon. En Espagne, qu'est-ce qu'il y a en Espagne? En Espagne, le golazo de Depay monstrueux. Ouais, c'est vrai qu'il est incroyable. Je sais pas si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez pas vu, faut aller le voir, hein. En plus, il est à l'arrêt. Il met une frappe du droit. Il explose la surface. Mais il est à 30 mètres. Un truc comme ça. Franchement, incroyable. Bellingham qui commence bien, effectivement, en marquant, pardon. Okotonujo qui dit au JCRM, oui, sacré praline dans la lulu de Depay. Ah oui, effectivement, franchement, faut aller le voir. N'hésitez pas. Au JCRM qui nous dit, mais il faudrait un vrai neuf, j'ai peur qu'il s'aille sur mon Vlahovic, mais bon, ça restera dans un club que j'aime. Oui, mais je pense pas qu'ils recrutent avant la fin de saison le Real. Je suis pas sûr. Je pense que là, ils attendent Mbappé et cette fameuse offre dont je vous parlais juste avant, à mon avis, hein. Donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout pour l'Espagne, pour l'Angleterre, les matchs vraiment intéressants, hein, le reste bon. En Allemagne, Super Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne, et dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un triplé de Dani Olmo pour une victoire 3-0 du RB Leipzig. RB Leipzig qui commence à avoir débloqué son compteur trophée, hein, avec la Coupe d'Allemagne donc l'année dernière, et là maintenant la Super Coupe d'Allemagne. Donc vraiment super début de saison pour le RB Leipzig.
Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Le Bayern n'était pas encore réveillé, j'ai l'impression. Après, c'est clair que quand tu es un club allemand et que tu rencontres le Bayern, c'est le match de ta vie. Quand tu es le Bayern et que tu rencontres Leipzig, tu t'en fous un peu, et ça s'est vu. De surcroît, en plus, il y avait eu beaucoup de tensions autour de l'arrivée d'Harry Kane, qui était sur le banc, qui est rentré. Malheureusement, bon, bien sûr, très très peu d'entraînement, pas d'impact sur le jeu, il était un peu perdu, et ce qui est tout à fait normal. Ça fait quand même des années, et quand je dis des années, c'est presque 20 ans qui joue dans le même club à Tottenham. Là, tout d'un coup, il arrive dans un pays, il parle pas la langue, il connaît pas le centre d'entraînement, il sait pas comment ça joue, etc. Je pense que c'est déjà, ça peut être compliqué, et je peux comprendre. Je peux même penser que ça va mettre quelques temps il va mettre quelques temps à s'adapter. Je pense pas que ça va être instantané, loin de là, de par le fait que Harry Kane n'a même pas eu un transfert intra-Angleterre, en fait, avant ce déménagement en Allemagne, qui est quand même un pays vraiment différent de l'Angleterre, une langue qui est complètement différente, etc., comme on l'a dit. Donc, je pense qu'il peut mettre un petit peu de temps à s'adapter. Mais bon, Harry Kane ayant énormément de talent, je pense que ça peut aussi aller un petit peu plus vite que prévu. Donc voilà. Marseille, on doit noter quand même, Marseille qui enchaîne 2 succès d'affilée au Vélodrome. Alors il y en a un qui a servi à rien, il va me servir de transition juste après pour le dernier sujet de Buonasera Calcio de cette premier épisode de cette 2e saison. Oui, c'est assez précis, effectivement. Mais en l'occurrence, Marseille qui a gagné contre Reims au Vélodrome. C'était pas arrivé depuis très très longtemps que Marseille s'impose au Vélodrome. Et puis, bien sûr, Marseille qui gagne contre le Pana sur le même score de 2-1, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que au penalty ils perdent contre le Panathinaikos. Donc effectivement, alors juste un petit détour par Monaco quand même. Monaco qui a vécu une semaine vraiment en dents de scie, on va dire, une très belle victoire à l'extérieur, 4-2, même s'ils prennent 2 buts, dont un très très tôt dans le match, mais 4-2 avec un doublé de Wissam Ben Yedder, mais le même Wissam Ben Yedder qui est accusé de viol là, cet été, là, je crois, au début d'été, donc qui a été mis en examen pour viol. Donc effectivement, on verra comment ça se passe pour ce très cher Ben Yedder. Mais voilà, je sais pas si voilà. En tous les cas, ça n'a pas l'air de l'avoir touché, parce que donc il marque un doublé très peu de temps après avoir été mis en examen. Donc voilà. Ça, c'était pour terminer sur les championnats européens. La reprise et le championnat de France en particulier. Alors maintenant, on va se terminer tranquille avec le flop de l'OM. Juste depuis 2013 et le Lyon versus Real Sociedad, un seul club français, Monaco, a réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Oui, c'est une catastrophe. Alors, il y a eu des clubs français 3e qui ont été qualifiés en Ligue des Champions, mais c'est parce que le vainqueur de l'Europa League faisait partie d'un championnat qui est dans les 4 premiers championnats d'Europe et qui était aussi qualifié en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est 2 fois Lyon qui en a profité, effectivement. Tout à fait, tu as tout à fait raison, GCRM. Donc en gros, à chaque fois qu'un club français est 3e et qui doit réellement jouer les tours contre eux, il faut bien comprendre que et c'est pour ça, je le disais encore la semaine dernière, que bien sûr dans les tours préliminaires, tu ne rencontres pas les clubs des 4 meilleurs championnats européens. Tu es soi-disant le 5e championnat européen, donc en théorie, tu ne joues que des clubs qui sont de championnats qui sont plus faibles que le tien. Ça, c'est la théorie, ça. Parce que la réalité, c'est que tu es une pompe à vélo intersidérale et que, en fait, n'importe quelle équipe de n'importe quel pays, mineur, majeur, ce que tu veux, d'Europe, te tape. En fait, c'est ça. La réalité, elle est là. Donc je suis désolé. Plus ça va, plus ça m'énerve. Et la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici même, à la même heure à peu près, je disais que je trouvais ça déplacé que des observateurs du football français soient encore optimistes sur les chances de qualification de n'importe quel club français contre n'importe quelle équipe en Europe, et en particulier ce Panathinaikos OM, sachant qu'ils avaient perdu à l'aller, qu'en plus Kondogbia avait pris un rouge, qu'ils étaient mais au-dessous de tout, et s'ils avaient perdu 4-0 au match aller, ça aurait été la même chose. Et il y a des gens qui disaient « Ouais, mais bon, c'est le Pana ». Non, mais attends.
c'est le Pana, mais regarde le match aller que t'as fait. C'est incroyable comment t'as cru que t'étais une bonne équipe et que t'étais un championnat respectable. Moi, je te le dis, t'es ni une bonne équipe, ni un championnat respectable. Et donc, n'importe quelle équipe, en fait, il faut que tu sois taquet dès la minute 1. Et l'autre, Marcelino, et puis peut-être que Marcelino, ailleurs, dans les autres championnats, ils se disent, bon, on est tellement au-dessus au niveau technique qu'on s'en fout, on peut arriver pas prêt physiquement, mais là, c'était une catastrophe, en fait. Parce que les gens qui, oui, mais tout ça, l'arbitrage et tout. Mais en fait, l'arbitrage, pas l'arbitrage. Déjà, au match aller, t'aurais dû en prendre 3 ou 4, et tu as perdu le match aller et tu as pris un carton rouge. En fait, si tu veux, l'erreur, la faute professionnelle, elle est dans ce match aller, en fait. Elle est dans ce match aller qui fait en sorte que tu t'exposes à une éventuelle erreur d'arbitrage que je ne confirme pas. L'arbitre, il prend des décisions arbitraires, par définition. Un hors-jeu, c'est un hors-jeu. De 1 centimètre par 1 centimètre, j'ai vu une photo, là, quand les Parisiens pleuraient parce que le but contre le Bayern, Mbappé, il était hors-jeu de 5 centimètres. Tout le monde leur disait, c'est hors-jeu, c'est hors-jeu. Je t'explique, c'est exactement la même chose avec Marseille. Il est hors-jeu, il est hors-jeu. Est-ce qu'on le pousse, est-ce qu'on le pousse pas, est-ce qu'il fait action de jeu ou pas? L'arbitre prend une décision, c'est tout. Donc voilà. Et moi, je pense que le problème, c'est encore une fois l'état d'esprit. Marseille est arrivé en pensant être un grand club européen. Mais il n'y a pas de grand club européen en France. Il n'y en a pas. En fait, même contre le 8e de Slovénie, il faut qu'on soit au maximum de nos capacités pour réussir à les battre. Donc voilà, c'est simple. C'est pas compliqué. À partir du moment où tu vas te mettre ça dans la tête, t'auras compris et peut-être que tu seras qualifié pour la Ligue des Champions une fois, un jour. On sait jamais. Mais aucune équipe en Europe n'a pas la capacité de taper n'importe quel club français excepté le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Voilà ce que j'en pense. C'est simple. Donc c'est triste à dire, mais ça se confirme d'année en année. C'est un fiasco européen constant. La France est un fiasco européen constant et l'OM se prend pour une équipe qu'elle n'est pas. Parce qu'elle a réussi enfin à marquer un point en Ligue des Champions l'année dernière. Il faut savoir que la saison précédente, ils avaient fait 13 matchs sans aucun point en Ligue des Champions d'affilée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment c'est la honte. Et ensuite, ils ont gagné parce que contre le Sporting, parce que le Sporting, le goal, il se met 5 buts tout seul en 2 matchs, je crois. Un truc dans le genre. Donc, forcément, vous avez gagné aller-retour contre le Sporting. Mais le Sporting est bien plus fort que l'OM. Et je le redis, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'avaient pas compris. Mais le Sporting, là, il croise l'OM, il les déglingue, complètement. Équipe de Tudor, pas équipe de Tudor, c'est pareil. Donc voilà ce que j'en pense. Alors je vais rentrer quand même dans les détails des petits commentaires. OM Servette, même combat, effectivement, ils vont se retrouver. Et les clubs, c'est pas des énormes clubs. Il y a eu Real Sociedad, bon alors là, voilà, Porto quand même, Real Sociedad, Porto, c'est quand même beaucoup plus fort que les clubs français. Shakhtar, ouais, Valence, voilà quand même. Je suis désolé, mais tout ça, c'est plus fort que les clubs français. Le seul dur était Naples pour Lille. Non, mais en fait, tous, je suis désolé au JCRM, mais ils sont tous beaucoup plus forts que les clubs français. Et le Pana, avant-hier pour l'OM. Le Pana, c'était peut-être le seul qui était prenable, je pense, pour un club français. De la première à la minute, de la première minute à la 90e, il faut être au taquet. Mais oui, tout à fait, je suis d'accord. Au JCRM qui nous dit le problème est que beaucoup idolâtrent Longoria. Mais là, entre Sampaoli, Tudor et Marcelinho, 3 schémas de jeu ultra différents et cette saison, 5 nouveaux joueurs, c'est là où est le problème. Surtout avec un barrage, ton équipe doit se connaître. Alors, ouais, on regardera, mais je te promets qu'il y a beaucoup d'équipes avec beaucoup de changements qui, par exemple, Séville, qui a fait un excellent match contre Manchester City, a eu beaucoup de changements dans ses rangs et pourtant, ça joue au foot. Donc je sais pas. Pour moi, perso, étant fan de Marseille, quand j'ai vu notre poule la saison passée, j'avais dit on doit être deuxième. Il y avait Tottenham, le reste était largement à notre portée. Je suis désolé vraiment, mais Sporting, c'est une erreur de la part du Sporting, le match aller, le match retour. Le Sporting est bien supérieur à l'OM, mais vraiment. Après, est-ce que vous auriez pu accrocher la troisième place parce que Francfort, je pense, était prenable, mais je pense était prenable, mais pour moi c'était même pas sûr. Honnêtement, je pense que les 3 clubs étaient beaucoup plus forts que l'OM. Donc voilà, d'ailleurs c'est vu finalement à la fin, mais voilà. Ouais, très beau match de Super Coupe d'Europe, j'ai trouvé. Oui, c'était bien, franchement. Et puis Séville a très bien joué, donc voilà.
Écoutez, en tous les cas, voilà, moi j'avais envie de pousser encore un coup de gueule, parce qu'en fait ça n'a fait que confirmer ce que je disais la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, j'en parle pas parce que ça confirme ce que je dis, j'en parle parce que ça m'énerve d'avoir raison sur ce genre de choses. Mais ça se sentait mais gros comme une maison. Les clubs français se prennent pour des gens qui ne le sont pas en fait. Nous n'avons aucune expérience ni expertise en Coupe d'Europe, et donc on ne peut pas gérer. Tu gères pas en Coupe d'Europe quand tu t'appelles la France en fait. Quand tu es un club français, tu gères que dalle. Regarde le Paris Saint-Germain, je gère. Ouais, tu gères, tu prends des remontadas, tu franchis jamais les huitièmes, etc. Enfin bref, c'est une catastrophe. Mais voilà. J'espère que l'OM fera un très beau parcours en Europa League et puis ça fera passer la pilule et ce sera très très bien. Écoute, alors on n'a pas la culture Europe en France, ouais, malheureusement, ça je suis tout à fait d'accord. Et Okutonujo qui termine par « Mais Gendouzi, c'est une fraude, franchement ». Oui, alors bon, ça, tu prêches un convaincu, mais bon. Après, il a de l'énergie, quoi. C'est cool. Donc, voilà. Écoutez, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Ça a été un plaisir de discuter avec vous, vraiment. Pour la première de la saison 2 de Buonasera Calcio. On se revoit lundi prochain, cette fois-ci. Lundi, on va aborder le week-end de foot, certainement. Et je pense qu'il va y avoir plein de surprises, peut-être des surprises aussi au niveau du mercato. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on se retrouvera lundi. Je vous laisserai savoir l'horaire sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et merci beaucoup pour votre soutien. On se voit bientôt. Et puis n'hésitez pas surtout à me suivre sur les réseaux sociaux de Buonasera Calcio, sur la chaîne YouTube de Buonasera Calcio ou bien sûr la chaîne Twitch de Buonasera Calcio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Voilà, merci beaucoup, je vous embrasse tous et n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao ciao.